Il est 23h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Marché financier sous-régional depuis 2016, ce sont plus de 12 300 milliards de francs CFA de levée de ressources qui ont été enregistrés. Plusieurs difficultés dans l'application des textes réglementaires alourdissent le bon fonctionnement du marché. Un atelier s'est ouvert à Abidjan pour réfléchir sur la question en vue de rendre plus dynamique ce marché. Du 31 mars au 11 avril dernier ont eu lieu les funérailles traditionnelles de l'ex-premier ministre Amadou Koulibaly à Korogo, dans la capitale du Poro. Les masques et danses de toutes les régions du pays étaient présents dans la région du Poro. La région a vibré au rythme de plusieurs sonorités traditionnelles ivoiriennes. C'était un grand rendez-vous culturel, selon notre reporter Ami Sissoko. Dans l'actualité internationale, au cours d'une cérémonie tenue en comité restreint pour cause de pandémie de Covid-19, la reine Elisabeth II, le Royaume-Uni, ont fait leurs adieux ce samedi 17 avril au prince Philippe. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Les 8 pays du marché sous-régional UEMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, ont montré le montant annuel de levée de fonds le plus élevé en 2020. Ce sont près de 2018 milliards de francs CFA. Depuis 2016, ce sont plus de 12 300 milliards de francs CFA de levée de ressources qui ont été enregistrés. Plusieurs difficultés dans l'application des textes réglementaires alourdissent le bon fonctionnement du marché. Sur initiative du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, un atelier s'est ouvert du 13 au 15 avril 2021 à Abidjan en vue d'examiner les conclusions de l'étude sur la revue générale des textes de base du marché financier régional de l'UEMOA. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'occasion pour dynamiser le marché financier sous-régional. Le compte-rendu de notre reporter, Cheikh Koné. Le marché financier sous-régional de l'Union monétaire ouest-africaine se porte bien au regard des performances enregistrées ces dernières années. Depuis la première levée de ressources en 2016 à ce jour, ce sont plus de 12 000 milliards 233 millions de francs CFA mobilisés sur ce marché. À cela, il faut ajouter 10 milliards 400 millions de francs CFA de capitalisation boursière réalisés en 2020, soit 11,7% de la richesse de l'Union. Ces indicateurs ont le mérite de confirmer la vitalité du marché financier régional. Sauf que, face aux enjeux de la compétitivité avec certains marchés régionaux et internationaux, il est nécessaire pour ce marché sous-régional de faire sa mue. On a un marché commun aux 8 pays, mais ce marché-là est dans un écosystème mondial où les technologies évoluent. Aujourd'hui, on vous parle au niveau international de tout ce qui est blockchain, de tout ce qui est fintech et tout ça. Donc, c'est des choses qu'on doit intégrer. Et dans nos marchés, c'est de nous assurer que notre marché répond à nos besoins. Cette initiative du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers CREPMEF s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au développement du marché financier régional avec la contribution financière de la Banque africaine de développement. Pour Mamadou Ndiaye, président du CREPMEF en fin de mandat, cette revue va révolutionner le marché sous-régional. Permettre la mobilisation de ressources à moindre coût dans des conditions sécurisées et accompagner le développement de nos économies. Et je crois que d'ici la fin de l'année, le marché financier sera bonifié d'un corpus réglementaire qui n'aura rien à envier aux autres places. Le marché financier régional est composé de 8 pays, dont la Côte d'Ivoire. À ce jour, 234 acteurs y officient, contre 150 il y a 5 ans. Les experts de l'ANSUT et ses partenaires ont présenté dans la commune du Plateau les résultats de l'étude de faisabilité du projet d'appui au renforcement de l'administration électronique. Ces conclusions visent à améliorer les infrastructures digitales, renforcer la mise en place des facilitateurs digitaux et des actions de régulation de l'économie numérique. Jean-Marc Tchéchi. Les experts de l'Agence nationale des télécommunications TIC ANSUT échange avec les partenaires sur les conclusions de l'étude sur le projet d'appui au renforcement de l'administration électronique. Les décisions de cette étude s'articulent autour de 3 actions. Améliorer les infrastructures digitales, multiplier les plateformes d'échange digitaux dans les administrations publiques et élaborer un plan efficace de contrôle des données. Nous avons mis en place un réseau qui a interconnecté l'ensemble des ministères et toutes les institutions de la République. Donc ce volet infrastructurel sera revu et les points d'amélioration sur ce volet seront ressortis. Le deuxième point de l'étude, c'est sur les usages. Parce qu'à la vérité, l'objectif principal, c'est vraiment l'utilisation
comme on le dit dans notre jargon, la consommation des services qui sont mis en ligne. Les résultats de ces travaux s'inscrivent dans un élan de transformation numérique de l'administration publique, selon le nouveau ministre de tutelle. L'enjeu principal, c'est l'utilisation effective du numérique dans l'administration. On voit aujourd'hui que le numérique est important, donc pour aller plus vite, pour réduire les distances, pour faire en sorte d'améliorer la gouvernance. Donc il est nécessaire qu'à l'instar de la société ivoirienne, l'administration de la République de Côte d'Ivoire ait une utilisation du numérique optimum, fasse en sorte que grâce à ceci, nous améliorons notre gestion et nous ayons des gains de productivité. Lancé en juin 2020, le projet d'appui au renforcement de l'administration électronique est à sa phase finale d'étude avant le financement par la Banque africaine de développement BAD. Le ministère de l'économie numérique, des télécommunications, de l'innovation a lancé à Abidjan les études de faisabilité de 12 projets prioritaires inscrits au programme national de développement 2016-2020. Ces projets qui facilitent l'accès à Internet sont liés au Wi-Fi dans les universités et grandes écoles publiques, ainsi qu'à la création des points d'accès à Internet pour tous. Les résultats des études serviront à la recherche de financement, c'est ce que nous dit Lanciné Bakayoko. D'après les spécialistes de l'économie numérique, les investisseurs et autres partenaires au développement n'apportent leur appui financier qu'aux projets arrivés à maturité. Cette approche implique donc la disponibilité des études de faisabilité. D'où ce vaste programme d'études de faisabilité de 12 projets qui se dérouleront en 4 phases. Ces choses se justifient par les besoins que manifeste le ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, notamment l'État de Côte d'Ivoire en matière de technologie et de l'information. Il s'agit des projets de construction d'un centre de tri postal moderne aux standards internationaux, du projet de création des points d'accès Internet pour tous, du projet d'extension du déploiement des infrastructures Wi-Fi dans les universités et grandes écoles publiques et du projet de mise en place d'un réseau de télécommunications d'urgence. Il nous revient donc au niveau sectoriel de relever ce défi relatif au financement des projets, car nous n'avons pas intérêt à manquer le train de la 4e révolution industrielle qui est par l'excellence celle du numérique. Les résultats obtenus permettront de mobiliser les ressources financières substantielles nécessaires à l'élaboration d'une stratégie nationale de transformation numérique en Côte d'Ivoire. Objectif: créer des emplois de qualité et surtout accélérer la croissance du pays. Un reportage signé Lanciné Bakayoko. La capacité de transformation des fruits, notamment la mangue, l'ananas et la noix de coco en Côte d'Ivoire, augmentera d'environ 8000 tonnes par an selon des statistiques avec la mise en service de l'usine HPW Fresh and Dry Côte d'Ivoire en juin 2020. Cette usine suisse est spécialisée dans le séchage de fruits tropicaux. Au coût de sa construction, plus de 3,2 milliards de francs CFA. L'usine a été inaugurée à Assé, village situé dans la sous-préfecture de Beaunois. Le reportage de Dangui Dangui. Ginette est entrée dans cette usine de transformation de fruits, juste après l'obtention de son brevet de technicien supérieur. Un premier emploi qu'elle apprécie à sa juste valeur. Au départ, c'était difficile, comme tout début, mais qu'avec le temps, j'ai fini par m'adapter. Comme Ginette, plus de 400 jeunes travaillent à l'usine HPW Fresh and Dry Côte d'Ivoire, une usine de séchage de fruits tropicales. Le Sud nous propose une sélection des fruits autre que de la mangue, parce que nous, on veut vraiment travailler toute l'année sur 365 jours. Et donc là, on a également les bananes, les noix de coco et les ananas. Donc ça, c'était le choix pour venir au sud de Côte d'Ivoire. L'administration n'a jamais le rythme du secteur privé. Donc on doit faire coïncider ces deux rythmes. Et parfois, il faut donner des coups d'accélérateur, il faut faire des coups de téléphone, etc. Mais globalement, on a une très bonne réponse et on essaye de s'accorder entre tous. On doit parfois aussi se mettre ensemble autour d'une table. Mais en général, ça fonctionne très bien et les conditions cadres ici sont bonnes. Donc les investisseurs suisses l'ont bien compris. Mise en service depuis juin 2020, l'inauguration officielle de cette usine a eu lieu ce jeudi et a mobilisé opérateurs économiques, chefs coutumiers et autorités.
Face aux investisseurs, le ministre de la Promotion des investissements privés a souligné l'engagement du gouvernement à changer d'approche dans ses rapports avec les acteurs du secteur privé. Le paradigme change aujourd'hui. Le Premier ministre dit aujourd'hui l'administration est au service du secteur privé. Donc c'est le secteur privé qui doit être mis en avant, c'est le secteur privé qui doit être favorisé, qui doit être développé pour que l'administration justement puisse avoir les moyens de faire les développements des services publics dont elle a la charge. Située à la périphérie du village de Assé, dans la sous-préfecture de Bonoa, cette usine de séchage de fruits a une capacité de transformation d'environ 8000 tonnes de mangue, d'ananas, de noix de coco et de bananes par an. Au chapitre santé de cette édition, le 17 avril de chaque année est célébrée la Journée mondiale de l'hémophilie, une célébration qui permet de sensibiliser le grand public aux réalités d'une maladie peu connue qu'est l'hémophilie. Et dans notre pays, l'ONG internationale et autres maladies du sang, en partenariat avec le ministère de la Santé, ont célébré cette journée dans la commune du Plateau en présence des parents et malades de l'hémophilie. Patricia Omouitia. Maladie héréditaire du sang, l'hémophilie est due à la diminution ou à l'absence dans le sang d'un facteur de la coagulation, ce qui provoque de fréquentes hémorragies principalement localisées dans les articulations et les muscles. Pour les arrêter, voire prévenir ces saignements, les traitements actuels administrés directement par voie intraveineuse apportent le facteur de la coagulation qui fait défaut. La Fédération mondiale continue de nous envoyer gratuitement les produits nécessaires à la prise en charge. Récemment, l'État de Côte d'Ivoire a signé un accord avec un laboratoire pour mettre à notre disposition le dernier médicament que la science vient de découvrir pour prendre en charge les malades. Selon l'ONG internationale Hémophilie et autres maladies du sang, on estime en Côte d'Ivoire à plus de 2500 le nombre de personnes affectées par la maladie. Cette relative rareté fait de l'hémophilie une maladie peu connue du grand public et contribue à isoler davantage les patients qui en souffrent. Ça part de 4 ans, on a vu que le premier était hémophile. Le saignement, ça peut être sous la peau. Il y a des saignements qui sortent et ça coule seulement. Ça ne s'arrête pas. Chaque semaine, tout enfant bénéficie d'une injection de facteurs. Cette année, l'accent est mis sur le thème « S'adapter aux changements, perdurer la prise en charge dans un nouveau monde ». La prévalence nous fait savoir que sur une population de 10 000 habitants, il y a au moins une personne qui est malade de l'hémophilie. Et vous voyez la population ivoirienne qui fait plus de 25 millions d'habitants, alors on devrait se retrouver avec plus de 2500 patients hémophiles. Malheureusement, nous n'avons dans nos registres qu'environ 120 personnes que nous reconnaissons et que nous prenons en charge. Depuis 1989, la Journée mondiale de l'hémophilie est le jour où l'ensemble de la communauté concernée par les troubles de la coagulation se réunit pour célébrer les progrès constants dans les traitements, tout en sensibilisant le grand public et en attirant son attention sur les questions liées à l'offre de soins. Et parlant de santé, il y a la Covid-19 qui est toujours présente en Côte d'Ivoire. Chaque jour, la maladie étend son champ de contamination. Il faut faire attention. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 17 avril 2021 45 nouveaux cas de Covid-19 sur 2485 échantillons prélevés, soit 1,8%. Et bien de cas positifs, 71 guéris et 0 décès. À la date du 17 avril 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 45 519 cas confirmés, dont 45 064 personnes guéries, 274 décès et 181 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 570 199. Le 16 avril, 1639 personnes ont été vaccinées, soit un total de 93 540 personnes vaccinées contre la Covid-19. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Et on parle toujours de santé, basée à Sens, dans la région de Bourgogne, en France. L'association Naïwa est une association de ressortissants de la commune de Koumassi. Ses membres ont visité jeudi dernier la maternité de l'hôpital général de Koumassi, où ils ont fait des dons, un geste de solidarité que cette association entend perpétuer pour contribuer au mieux-être des Ivoiriens. Michel Mambo. Hôpital général de Koumassi. Atmosphère empreinte d'émotion à la maternité, l'association Naïwa apporte du baume au cœur des nouvelles mamans.
Après plusieurs heures de travail pour la plupart, elles sont toutes heureuses de recevoir des dons. Merci beaucoup à l'association Naïwa. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, merci beaucoup. Je suis contente pour les cadeaux. Des kits sanitaires pour donc soulager un tant soit peu ces nourrices, et le choix de l'hôpital général de Koumassi n'est pas fortuit. Selon la représentante de l'association Naïwa, il s'agit d'un retour aux sources. Nous nous sommes par pur hasard retrouvés tous en France dans la même région. La plupart de nos membres sont nés dans cette maternité. On s'est dit, mais pourquoi, pour une première activité, pourquoi ne pas commencer par notre quartier, notre commune? Et voilà pourquoi nous menons cette action aujourd'hui. Et l'action est fort appréciée. Je voudrais très sincèrement louer cette noble initiative parce que nous avons beaucoup de parents qui vivent en Europe et qui ne pensent pas à ceux qui sont en Afrique. Choisir une maternité, c'est encore des initiatives fortement louables. C'est d'autant plus qu'il y a des femmes qui sont nées dans cet hôpital et qui ont encore accouché. Donc leurs petits-enfants sont nés dans cet hôpital. C'est beaucoup d'émotions. Avec à sa tête Jean-Camille Brousset, l'association Naïwa entendait les enfants de la même mère en langue BT, créée en 2015 et basée en France. Elle œuvre dans le social et l'éducation et entend axer ses actions sur la Côte d'Ivoire. Prochaine escale donc, la Caritas de Koumassi, Prodomo. À côté de cet acte de cœur de solidarité dans le fil de l'actualité, sachez que la migration de l'analogique au numérique continue sur l'étendue du territoire national avec l'extinction des signaux analogiques. Celui du centre émetteur de l'Autanzia à Bouaflé est désormais mis aux arrêts. Pour recevoir les images du groupe RTI et d'autres chaînes privées, les populations de la région de la Marawi devront utiliser les équipements de la TNT. La couverture nationale de la télévision numérique terrestre est à 80%. C'est ce que nous confirme Soro Corona. Par ces gestes simples, le chef des cantons Yaoulé et le sous-préfet de Bouaflé arrêtent les signaux analogiques des RTU1, RTU2 au centre émetteur de l'Autanzia. Cette extinction marque la migration du système analogique vers la télévision numérique terrestre TNT dans les régions de la Marawi, du Bélier et du district autonome de Yamoussoukro. Les populations de ces régions devront désormais utiliser les équipements de la TNT pour recevoir les images du groupe RTI. À travers cette extinction, la Société ivoirienne de télédiffusion IDT continue le déploiement de la TNT sur l'ensemble du territoire national. Tous ceux qui recevaient les images de la RTI notamment ne pourront plus bénéficier de nos images si ces personnes-là n'ont pas notre kit qui est composé d'un décodeur et d'une antenne TNT. Une fois que vous avez acquis le kit-là, vous n'avez plus besoin d'abonnement, vous bénéficiez gratuitement et cela est une faveur du gouvernement ivoirien. Les premiers bénéficiaires des équipements de la TNT se disent satisfaits de la qualité des images de cette technologie de pointe. Les images que la TNT émet sont des images très intéressantes et le son et tout ce qui accompagne sont intéressants. Et vraiment, nous vous invitons à pouvoir acquérir tous ces dispositifs pour avoir de bonnes émissions. Le signal analogique du centre émetteur du Bouaflé est le deuxième à être éteint après celui de Korougou. Après Bouaflé, nous allons nous transporter ailleurs, notamment à Koumfao, pour procéder aussi à l'extinction, comme nous l'avons fait ici à Bouaflé. Le taux de couverture nationale de la télévision numérique terrestre est estimé à 80%. La TNT permet de diffuser sur le même canal plusieurs chaînes, la plupart gratuites. Parlons à présent de sécurité routière. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général Alexandre Palot-Touré, a entamé une tournée nationale de sensibilisation des acteurs du secteur du transport sur les enjeux de la sécurité routière. À Bouaké, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a engagé les transporteurs à être des exemples sur les routes. Objectif, réduire considérablement les accidents de la route qui tuent à chaque année des centaines de personnes en Côte d'Ivoire. Kader Segodoko. Selon les chiffres officiels, la Côte d'Ivoire enregistre 1 millier de morts chaque année sur les routes.
L'Organisation mondiale de la santé OMS a dénombré en 2019 plus de 5000 morts sur les routes ivoiriennes. D'autant plus que 78% des morts sur les routes sont les populations vulnérables dont bon nombre d'enfants. Principale cause des accidents de la route, l'excès de vitesse, la défaillance mécanique des véhicules, l'imprudence des automobilistes, la consommation d'excitants par certains chauffeurs. Pour freiner cette situation déplorable qui endeuille les familles, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général Alexandre Apalo Touré, a entamé une tournée nationale de sensibilisation des acteurs du secteur des transports sur les enjeux de la sécurité routière. À la préfecture de région de Gbeke, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a engagé les transporteurs à être des exemples sur les routes. L'élément le plus dangereux, le plus grave, le plus favorisant des accidents sur nos routes, c'est la vitesse, l'excès de vitesse. Il faut que les uns et les autres prennent conscience très rapidement. Au cours de ces échanges avec les transporteurs, le général Apalo Touré a insisté auprès des conducteurs de mototaxi sur le respect du code de la route, notamment le port obligatoire des casques pour sauver des vies humaines. Vous avez 2 semaines. À compter de l'instant où je parle, vous avez 2 semaines. Après 2 semaines, si tu n'as pas de casque, il faut garer ta moto. Cette initiative du commandant supérieur de la gendarmerie nationale est saluée par les responsables et acteurs du transport. Nous, les transporteurs, ce qui nous concerne, on va l'accompagner pour qu'on puisse travailler dans, en tout cas, la sécurité. Nous allons, avec eux, coordonner donc les actions et que l'image donc de la mobilité au niveau donc de Bouaké puisse changer. Pour la période de la fête pascale, la Côte d'Ivoire a enregistré plusieurs dizaines de morts sur des routes. Ces initiatives sont donc prises pour mettre fin à l'hémorragie. Troisième titre de cette édition dans l'actualité internationale. La reine Elisabeth II, le Royaume-Uni, ont fait leurs adieux ce samedi 17 avril au prince Philippe qui, pendant plus de 7 décennies, a servi sans relâche la couronne et épaulé la reine Elisabeth II. Le cercueil du prince Philippe a été descendu ce samedi dans le caveau royal de la chapelle Saint-Georges de Windsor, à l'ouest de Londres. La dépouille du duc d'Édimbourg y restera jusqu'à ce que la reine l'y rejoigne à sa mort. Les époux ainsi réunis auront alors pour dernière demeure la chapelle du mémorial du roi George VI, père d'Elisabeth II. La cérémonie s'est donc tenue en comité restreint pour cause de pandémie de Covid-19. La Côte d'Ivoire solidaire continue de pleurer Ahmed Bakayoko, le défunt Premier ministre décédé en Allemagne le 10 mars dernier. Les populations de Bregbo, un village situé dans la commune de Bingerville, ont témoigné à la famille Bakayoko leur soutien, leur compassion en cette période douloureuse qu'elle traverse. Walter Amadou Ouattara. En 2017, le village de Bregbo, situé à 9 km de Bingerville, souffrait de crise foncière et de succession au niveau de la chefferie traditionnelle. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à cette époque, avait réussi à dénouer la situation. Un acte qui a marqué le village. Il a adopté le défunt Premier ministre. Ahmed Bakayoko appartenait à la famille Tano Bogui Félix, chef de village sortant. À l'annonce de la disparition de leur bienfaiteur, les populations se sont senties très affligées. C'est donc un hommage à la dimension des liens selon les rituels Achan qui a été organisé pour traduire non seulement la reconnaissance de Bregbo à l'illustre disparu, mais également témoigner à la famille Bakayoko soutien et compassion. Bregbo ne pouvait être en marge de cette situation que vit la Côte d'Ivoire. Il était pour nous opportun de montrer à toute la Côte d'Ivoire qu'on peut être du centre, du sud, de l'est et de l'ouest en étant ivoirien. Bregbo vient par cet acte-là montrer à la Côte d'Ivoire qu'on peut vivre ensemble. Ahmed Bakayoko nous a appris à vivre ensemble. Il a prôné la paix et nous ne faisons que rappeler à tout le monde qu'il est possible de le faire. La preuve en est, les Hachans, peuple du Sud, sont en train de faire les funérailles d'un frère du Nord. Zoumana Bakayoko, frère aîné du défunt Premier ministre, a exprimé la gratitude de la famille Bakayoko. Ndiamo Mobio, nom Hachan d'Ahmed Bakayoko, restera gravé à jamais dans le cœur des populations de Bregbo. Ici, l'étoile d'État avait contribué à la réalisation de plusieurs projets, entre autres le centre de santé et l'adduction en eau potable.
Du 31 mars au 11 avril ont eu lieu les funérailles traditionnelles de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans la capitale du Poro. Korogo citait un rendez-vous culturel, un festival de masques de danse de toutes les régions du pays pour témoigner leur solidarité au peuple sénoufo. Plusieurs danses ont été exécutées à cette occasion comme le Tématé, le Zaoudi, le Ungoran et le Soromigidjo. C'est ce que nous confirme Mississoko. 2 semaines de compassion, de fraternité dans la pure tradition du Poro. Un rendez-vous culturel pour accompagner l'ex-chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, à entrer dans la félicité de ses ancêtres. Aux funérailles traditionnelles de feu, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly place Gondala au quartier Soba de Korogo. Les régions étaient toutes représentées, chacune fortement mobilisée tant au niveau des hommes que de sa richesse culturelle. L'exemple de la Nawa avec les pleureuses traditionnelles, les paroliers et chansonniers. Du nord au sud, en passant par l'ouest et l'est, tous ont marqué leur solidarité au peuple sénoufo. Cet hommage traditionnel a été marqué par des rites et danses qui ne s'exécutent qu'à de grandes occasions. Les alliés ont sorti le grand jeu. Toutes les danses préférées de l'ex-chef du gouvernement étaient là. Le Tématé du Tompuy. Le ministre Gon Coulibaly qui affectionnait cette danse. Et comme ce sont ses funérailles, il fallait amener pour réveiller l'esprit et la présence de ce grand homme disparu. La Nimouniam et le Boré du district du Zanzan et bien d'autres sont venus nettoyer le chemin qui conduit le défunt dans le monde de ses ancêtres. Les funérailles traditionnelles en pays sénoufo ne sont pas un moment de tristesse. Amadou Gon Coulibaly était un adepte du Poro et fortement ancré dans la tradition sénoufo. On rend hommage au défunt en l'accompagnant auprès de ses ancêtres dans la Legresse. D'où l'importance des chants et danses de réjouissance dans cette deuxième partie. La première étant essentiellement réservée aux seuls initiés. Amadou Gon Coulibaly. Danser le Ngoron suppose que vous avez fait avec succès. Vous avez passé avec succès l'ensemble des différentes étapes de l'initiation au Poro. Et donc, ne danse pas le Ngoron qui veut, mais danse le Ngoron qui peut. À Korogo, les Ivoiriens sans distinction sociale, ethnique, religieuse et politique ont marqué leur solidarité au peuple sénoufo pour le repos éternel de celui que l'on appelait affectueusement le lion. Le balafon qui aimait particulièrement le défunt ainsi que le Soromigidjo ont fermé la boucle. C'est la ferveur.
Des voix qui s'élèvent, des pieds qui trépignent et la culture qui s'exprime. Terminons cette édition avec la clôture du Djegele Festival. Du 3 au 10 avril 2021, la ville de Boundiali a vécu d'intenses moments de réjouissance lors de la 5e édition du festival Djegele, un festival international de balafon. Le samedi 10 avril 2021, l'artiste ivoirien Nico Bala et l'artiste malien Dabara ont donné un concert de clôture au stade municipal de Boundiali devant un public venu nombreux. Issa Chonayeo. Boundiali, stade municipal. Il est 21h. Rideau sur la 5e édition du festival Djegele, festival international du balafon. L'artiste ivoirien et professeur de musique à l'INSAC, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Nico Bala, avec son balafon chromatique, interprète des classiques ivoiriens et des chansons d'artistes en vogue de la nouvelle génération. Habitué des scènes du festival Djegele, l'artiste malien Dabara ne rate pas l'occasion de faire plaisir à ses nombreux fans de la ville de Boundiali, chef-lieu de la région de la Bagoue. En dépit de quelques difficultés dues au coronavirus, le festival Djegele a pu être organisé cette année. De quoi réjouir l'initiateur. Nous sommes heureux vraiment que les choses se poursuivent comme ça, dans l'harmonie et la cohésion sociale. Le premier jour, nous avons quelques petits soucis, mais le public est resté calme. Nous allons commencer à préparer dès maintenant la 6e édition. Mieux structurer le festival au sein de son siège. La région de la Bagoue, c'est une région aujourd'hui qui commence à se mettre en mouvement dans cet élan de cohésion sociale que prône le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Aujourd'hui, vous constatez avec moi que cet événement-là a réuni tous les enfants de la région de la Bagoue. Venu du Sénégal, le directeur général du Grand Théâtre National de Dakar affirme que le festival Djegele est une opportunité pour renforcer le dialogue culturel sous-régional à travers le balafon. On ne regrette pas, nous en tant qu'institution Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose, de venir voir ce qui se passe au niveau du Côte d'Ivoire et au niveau de Boundiali. Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons vu ici. Nous sommes en train de voir maintenant quelle collaboration allons-nous faire avec M. Dodo Koné pour permettre donc aux artistes qui jouent au balafon au niveau du Sénégal puissent venir se produire au prochain festival. Concours de balafon et de danse, concerts et conférences sont les activités qui ont marqué cette 5e édition du festival Djegele, festival international du balafon à Boundiali du 3 au 10 avril dernier. Des artistes qui font des merveilles avec le balafon et c'est sur ces sonorités que se referment les pages de cette édition. Agréable fin de soirée, merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.